Et tout le monde a son thé, tout le monde a son café, tout le monde est ok. Eh ben, je vais bientôt faire le clap. Alors, moteur, ça attend. Ok, action. Bonjour à toutes et à tous, je suis super heureuse de vous présenter l'invitée qui arrive. Elle s'appelle Méline Rollin, elle est née à Villesmeuse dans les Ardennes. C'est tout simplement la record woman de France du marathon. Record établi à Séville en février, en 2h, 24 minutes et 12 secondes. À l'heure actuelle, on ne sait pas à 100% si elle va participer au JO 2024. On en est presque sûr à 99%. J'ai hâte que vous puissiez l'entendre parler de ses marathons, ses semis, ses entraînements et découvrir sa manière de penser. Telle une battante et une winneuse, elle voit la vie comme une aventure. L'écouter donne juste envie de foncer, oser et dépasser ses limites pour s'offrir une vie qui nous plaît. Je voulais vraiment remercier les deux sponsors de cette vidéo, JB de Elite Fitness, la salle de sport à Charleville-Mézières, et Eric et Céline de chez Jeff de Bruges de Charleville-Mézières également. Salut Méline. Salut. Tu vas bien? Ça va très bien et toi? Oui, merci de nous accorder cette interview, comme tu disais avant, avec ton emploi du temps de ministre sportive. Oui, c'est vrai que c'est des journées assez chargées, mais après c'est quand même... ça me fait plaisir d'échanger avec pas mal de gens, donc... Mais c'est vrai que je peux pas toujours dire oui, parce que sinon j'en finis pas. Oui, j'imagine. En plus, donc c'est ce que tu disais, tu travailles, tu fais la prépa des JO. Oui, alors j'ai pas vraiment encore commencé la prépa marathon, puisqu'il reste un peu plus de 3 mois, mais j'ai quand même les championnats d'Europe dans 1 mois, et après les JO, donc ouais. Là, c'est le mois le plus intense, jusqu'à mi-mai, et après je vais vraiment être focus entraînement. Oui. T'es en mode ligne droite, donc l'étau se resserre. En fait, oui, pour c'est nous ça, qui voulons t'interviewer, l'étau est en train de se resserrer. C'est ça, et après, à partir de mi-juin, fin juin, je pars en stage. Et là, je peux être disponible en visio, mais je suis plus ici. Ça aurait été moins fun. Il n'y aurait pas eu de viennoiserie, il n'y aurait pas eu de café. Ouais, c'est vrai qu'on est bien accueillis. C'est vrai. Merci à Oma Café à Lille. En plus, tu voulais le tester. Oui, c'est vrai. J'ai vu pas mal de fois. Et comme ça, je peux tester au moins le café au lait d'avoine. Et j'ai trouvé des sponsors donc pour moi venir ici, pouvoir travailler avec la vidéaste, faire le déplacement. Ok. Mais je voulais que les sponsors aient un sens. Tu vois, Ouais. je voulais pas prendre un sponsor de tapisserie alors que tu n'as rien à voir avec ça. Du coup, il y a une salle de sport, Elite Fitness, à Charleville, qui nous sponsorise. Et j'ai cru comprendre que ton autre passion, c'était quand même la nourriture. Ouais, c'est vrai. Cuisiner et manger, les deux. Et du coup, l'autre sponsor, c'est Jeff de Bruges, à Charleville-Mézières. Ah, pas mal. Et je me suis dit, là, tout prend son sens. Mais en plus, ma mère, elle est à Elite Fitness. Et j'ai cru comprendre aussi, quand j'ai demandé à JB. Je connais les deux. Eh ben, trop cool. Donc C'est sympa. On valide la vidéo? On valide, on démarre sur merci ça. à eux. Sport et chocolat. Franchement, on a tout là. Ouais, c'est vrai. On a Méline, sport, chocolat, l'endroit, Jules. C'est parti. Super. Est-ce que tu as un petit peu vu quelle était ma question dans mon podcast? La question principale. La question oui. principale. Je vais directement la poser et après tout en découlera. Ok. Mais je voulais savoir, c'est pour ça que je voulais t'interviewer parce que quand on est Méline Rollin, qu'on vient de battre un record de France, qu'on se prépare pour les championnats d'Europe, pour les JO, qu'on a une vie à une cadence quand même incroyable depuis plusieurs années. J'imagine que t'es pas arrivée là dans un rythme effréné depuis 2 jours. Quoi. Non, c'est vrai, même pendant mes études, etc. Oui, voilà. Quand on est aussi mathématicienne, quand on a ton mental, qu'est-ce qu'on pense de la vie? C'est une question difficile. J'ai l'impression de revenir au lycée en épreuve de philo et j'aimais pas ça. Bien que j'ai réussi à avoir 19 au bac, je sais pas comment. Oui. J'ai fait. Alors je sais pas, j'ai eu un coup d'éclat, mais c'était pas mon truc. Moi, du coup, j'aimais bien les maths, les trucs carrés. Mais pour revenir à la question, alors il y a une phrase que j'aime bien justement qui peut un peu répondre à la question. C'est la vie est une aventure, ose-la. Et du coup, pour moi, la vie c'est une aventure. C'est en vrai, c'est oser faire les choses, tenter des choses, ne pas avoir de regrets. Alors c'est vrai que c'est pas le quotidien de monsieur ou madame tout le monde, mais moi ça me plaît et justement je pense que c'est aussi pour ça que j'ai poursuivi dans le haut niveau, c'est que ça me fait vivre des aventures, des émotions que je vivrais pas sans ça dans la vie quotidienne, etc.
Et d'ailleurs, quand je suis en période de repos, etc., j'ai vite tendance un peu à m'ennuyer. Enfin, pas forcément m'ennuyer parce que j'ai plein d'autres passions quand même dans la vie, mais il me manque ce petit truc, cette adrénaline, ces ambitions, c'est ce qui me plaît. Et du coup, pour moi, c'est une grande aventure et où il faut se lancer des défis, qu'on y arrive ou pas. Au final, c'est pas grave, limite on apprend plus quand on réussit pas, mais c'est ce qui me plaît. Et d'ailleurs, quand j'étais au lycée, je savais pas du tout ce que je voulais faire de ma vie, je savais pas quel métier je voulais faire. Je savais que j'aimais bien les maths, je trouvais ça, en fait, j'aimais bien parce que je trouvais ça logique, facile. Mais en fait, je me projetais pas dans un métier parce que je me disais, j'avais peur de m'ennuyer dans peu importe le métier. Et du coup, j'ai poursuivi dans les maths, mais j'ai choisi une licence de maths pour pouvoir continuer la course à pied à côté, parce que mes profs voulaient me pousser en classe prépa, parce que j'avais des bonnes notes, j'étais une super élève, mais moi, je leur disais non, ça va. Je serais pas épanouie parce que je pourrais pas continuer l'athlé comme je le veux. T'as su mettre tes limites et trouver le juste milieu. Ouais, c'est ça. Je voulais faire des études parce que c'est important. Mes parents m'ont toujours répété que les études c'était quand même la priorité. Et d'ailleurs, j'ai aucun souci avec ça. Ça a toujours été ma priorité. Mais je voulais quand même garder cet équilibre. Donc, je suis partie en licence de maths à Reims. Et au début, j'ai commencé à me dire, je veux être prof de maths. Et en fait, rapidement, je me suis dit, maintenant, en fait, je me vois pas être prof de maths. Bien que j'adorais donner des cours particuliers, par exemple, j'adorais ça. Mais pas assez de rebondissements. Je me disais, mais non, je me vois pas tous les ans recommencer le programme. En plus, les maths, c'est pas la matière la plus appréciée par les élèves. Le métier de professeur n'est de moins en moins valorisé. Donc, j'ai changé d'avis. Je me suis dit, non. Du coup, je suis partie en maths, ce qu'on appelle mathématiques appliquées, donc qui ouvre à tous les autres métiers autres que prof, mais toujours sans savoir ce que je voulais faire. Et jusqu'à la fin de mes études, j'avais pas d'ambition, d'envie particulière. Mais je savais là que je voulais continuer quand même le haut niveau et essayer de pousser un peu après mes études, parce que y a eu le Covid. Pendant le Covid, j'ai pu m'entraîner davantage, avoir plus de temps. Et je me suis dit, mais ça, j'aime. T'as senti qu'il y avait quelque chose à faire dans ça. J'aimais pouvoir m'entraîner plus, etc., même s'il n'y avait pas trop de compétition à cette période-là. Et je me suis dit, je veux poursuivre sans arrêter tout à côté. Donc, j'ai cherché un peu un employeur qui pourrait un peu m'aider dans ce projet-là. Et c'est comme ça que je me suis retrouvée chez Decathlon. Ok. Bon, ça a été il y a 2 ans et demi. Et depuis, il s'est passé beaucoup de choses que j'aurais jamais imaginées. Mais ouais, c'est pour ça que j'avais du mal à trouver ce que je voulais faire plus tard, à imaginer un métier, parce que j'ai toujours peur de m'ennuyer et que ça soit trop redondant, trop la routine. Et puis est-ce que aussi le métier que tu veux faire, c'est athlète de haut niveau, mais comme c'est pas reconnu, tu vois, vraiment comme un métier par la société, peut-être que tu t'es dit, il me faut autre chose, alors que c'est ça ton métier. Ouais, alors surtout en athlétisme, on sait, l'athlétisme, ça rapporte pas non plus beaucoup d'argent. Oui, parce que c'est à toi de payer dès que tu te déplaces. Oui, c'est ça. Alors maintenant, j'ai des sponsors, etc. Donc c'est beaucoup plus facile maintenant. Mais c'est vrai que jusqu'à la fin de mes études, alors ma mère me suivait beaucoup sur toutes les compètes. D'ailleurs, elle m'a encore suivi ce week-end, mais elle me suit un peu moins. Mais nos déplacements étaient à nos frais. Mon club m'aidait un peu plus avant. Maintenant, ça va, je me débrouille, mais tout était à nos frais, logement, etc. Ouais. Et du coup, c'est une passion qui, au final, te coûte plus d'argent que ça ne te rapporte. Et donc, même si maintenant, je gagne quand même un petit peu ma vie avec l'athlé, et je pourrais presque en vivre sans travailler, tout peut basculer du jour au lendemain, une blessure, un accident, et c'est fini, je suis plus athlète. Donc, j'ai jamais voulu tout couper tous les ponts avec ce côté professionnel. Et puis, en entrant chez Decathlon, je suis tombée dans une super boîte avec des personnes géniales. En fait, mon premier... alors là, chez nous, c'est des leaders. Mon premier leader, il m'a recrutée, il croyait à fond en mon projet, alors qu'à l'époque, je n'avais pas forcément d'énormes résultats. J'étais dans le top 10 français, etc. Mais je revenais de blessures et tout. Et c'est grâce à lui que j'ai commencé l'aventure Decathlon et qui maintenant m'a permis de travailler à mi-temps et puis bientôt d'être détachée, d'avoir fait des résultats que j'aurais peut-être pas fait si j'avais travaillé à temps plein dans une boîte. Ouais, mais ça c'est sûr. Donc au final je suis contente de là où je suis aujourd'hui. J'aime mon métier, même si
bah, je vais pas mentir, c'est pas... Enfin, si j'arrête de travailler comme là, c'est plutôt mes collègues, etc., qui vont me manquer, plutôt que le métier en lui-même. Ouais. Parce que moi, vraiment, ce que j'aime, c'est courir. Et du coup, bon, je suis heureuse de ma situation aujourd'hui, mais c'est pour ça que là, je veux me focus un peu plus sur l'athlé, parce que bah, c'est vraiment, j'ai envie de vivre l'aventure à 100% le temps que je pourrais... Oui, on sait qu'une carrière d'athlète, c'est pas non plus 20 ans. Enfin, sur marathon, ça peut durer un peu plus, mais moi, après aussi, j'ai envie de vivre d'autres choses, donc je vais pas rester athlète jusqu'à mes 40 ans. Donc voilà, je veux vivre le truc à fond. Et en plus, j'imagine qu'une fois qu'on est picousé par l'adrénaline, c'est impossible de revenir en arrière. Ah, mais moi, ça, surtout bah, maintenant, depuis que j'ai découvert le marathon, parce qu'en fait, je suis quelqu'un de pas du tout stressé. Même des championnats de France, ouais, des championnats de France, des championnats d'Europe, etc. Bah, il y a un petit stress léger sur la ligne de départ, mais j'avais jamais eu vraiment l'adrénaline. T'es tellement focus. Oui, puis je pense que je suis cartésienne, donc je me dis, bon, j'ai fait l'entraînement, nanani, enfin voilà. Mais le marathon, c'est tellement une épreuve à part. T'as enfin trouvé quelque chose qui te dépassait un peu. Ouais, c'est super. Bah, c'est long, donc tu te dis, si j'ai un petit coup de mou, ça peut vite devenir un long calvaire. Enfin, il y a cette histoire de mur du marathon. Pour l'instant, ça va, je l'ai pas encore... j'ai pas encore vu ce mur, mais dire que tu l'avais pas encore. Mais du coup, ouais, c'est une préparation tellement longue, tellement d'investissement, etc. que là, il y a l'adrénaline et puis c'est des marathons, c'est 10 000, 20 000, 40 000 coureurs. Enfin, c'est un truc gigantesque et dès que c'est fini, en fait, il y a un peu le blues du marathon en me disant c'est déjà fini et j'ai envie de recommencer. J'en ai des frissons, je ressens ce que tu veux dire. Et du coup, ouais, j'ai trouvé, je pense, ma discipline favorite et qui me fait vivre encore plus d'émotions que n'importe quelle autre discipline que j'ai pu faire en athlétisme. Tu te cantonnes jamais à quelque chose en fait. Si t'es, par exemple là t'es bien dans la course, t'aurais pu continuer à faire des 10 000, des choses comme ça, mais non, t'es allé chercher encore plus loin ce qui pouvait t'animer. Je savais que sur les plus longues distances, je serais plus performante aussi, donc j'ai voulu tenter... depuis 2020, je veux faire du semi-marathon et j'avais en tête le marathon. Après, il y a eu le Covid qui m'a stoppée alors que j'avais préparé un semi-marathon qui a eu lieu 2 semaines après le confinement. Donc ça m'a stoppée pendant presque 2 ans. Et après, j'ai couru mon premier semi à Paris en 2022. J'ai fait un super temps. Je crois que c'était 10 ou 12e performance française de l'histoire et je me suis dit j'adore l'ambiance et je me suis dit pourquoi pas tenter directement le marathon en fin d'année. J'avais 8 mois ou 9 mois, donc je me suis dit ça me laisse le temps quand même de digérer, de préparer sans forcer les choses et mon premier marathon ça a été la révélation, je crois. J'ai adoré l'ambiance, les émotions qu'on ressent sur le marathon. T'as trouvé direct ce que t'aimais en fait. Ouais, c'est clair et j'ai dit je vais recommencer. Encore. Direct. Et c'est quoi, parce que moi je fais un tout petit peu de trail, mais vraiment à mon niveau, genre des 10, des 15, des choses comme ça. Et c'est quoi la prépa d'un marathon? Parce que moi je m'y connais pas du tout. Tu vois combien de temps en avance, dans les grandes lignes, ce que tu dois faire? Ouais, alors pour le temps de préparation... En moyenne, on dit toujours que c'est 10 à 12 semaines. Sur mes 2 premiers marathons, j'ai fait 8 et 9, donc c'était un peu moins que la moyenne, mais c'est presque 3 mois de préparation. Bon, bien sûr, j'ai déjà un bagage quand je commence la préparation marathon, mais là, on se dit, là, on va augmenter le kilométrage, on va augmenter le nombre de sorties petit à petit. Donc, si je prends vraiment ma dernière préparation pour Séville, qui est la plus longue, j'ai fait 11 semaines. C'est entre 145 et 180 km par semaine. Sur les 3 plus grosses semaines, j'ai fait 180. Okay. Et c'est 2 entraînements par jour. C'est ce que j'allais te demander, sauf le dimanche, on va dire, l'après-midi, où c'est l'après-midi café gâteau pour profiter. Mais on est un peu en mode dimanche après-midi. Ouais, voilà. Il manque le soleil et la plage. Mais ouais, c'est ça, c'est 2 entraînements par jour, donc matin et... Ça dépend si je suis en stage, matin et après-midi si je suis en stage. Sinon, c'est matin et soir quand je suis au travail. Okay. Et ouais, c'est ça. En fait, c'est une longue préparation, mais moi, j'adore ce cheminement de... chaque semaine, mon corps accepte davantage. Je suis de plus en plus à l'aise sur les mêmes allures. Parce que je me souviens, quand j'ai fait ma préparation pour Séville, je suis arrivée je suis partie 6 semaines à Montegordo au Portugal pour les conditions. Parce qu'ici, c'était cata. Ah bon? Je vois pas de quoi tu parles. C'était de la neige, donc pour courir, c'est un peu compliqué. Et j'ai fait ma première séance marathon et j'ai dit, mais je vais devoir tenir ça pendant 42 km. Et en fait, la dernière séance marathon...
10-15 jours avant. J'ai fait plus long sur la même allure et j'étais bien plus à l'aise. J'adore ce cheminement-là de voir le corps qui accepte de plus en plus. T'es une aventurière aussi, mais pour toi-même. C'est-à-dire que si ton corps veut pas faire quelque chose, j'ai l'impression que tu vas pas non plus forcer, mais que tu vas lui dire « Hey Coco, on va quand même tenter tous les deux. » Maintenant, je me connais vraiment de mieux en mieux et mon entraîneur aussi me connaît très très bien. Donc, ça, c'est génial de pouvoir compter sur quelqu'un. Ouais, il me connaît par cœur et il sait que selon les chronos, selon ce que je vais lui dire, il va me dire « Ah là t'es bien, là t'es en forme, là on va faire sauter ce footing parce que t'es fatiguée. » Et du coup... à chaque préparation, j'ai fait plus et mon corps à chaque fois a accepté plus, mais c'était très progressif. Oui. Et si un jour j'étais fatiguée, on n'hésitait pas à alléger, à passer sur du vélo au lieu d'un footing, etc. Donc je l'écoute, mais après, oui, je lui en demande beaucoup. Et c'est vrai que forcément, quand tu t'entraînes 2 fois par jour pendant 2-3 mois, tu as toujours des petites douleurs, des petites gênes. Mais il faut juste écouter, savoir si c'est normal ou s'il faut lever le pied. Et ça, c'est le propre du sport de haut niveau, c'est qu'on est sur un fil et il ne faut pas basculer du côté blessure. Ouais. Mais en même temps, si tu ne pousses pas ton corps un peu, tu ne seras pas compétitive. Donc, Mais ce que je trouve incroyable en plus avec toi, c'est que j'ai regardé plusieurs interviews, c'est que tu n'utilises presque pas de montre, c'est que tu fais vraiment au feeling. Et je trouve ça incroyable par exemple, à un moment, je t'ai entendu dire, en gros, je ressens ma foulée. Je sais où j'en suis dans ma foulée. Et c'est incroyable d'arriver à ce point-là de connaissance de soi. Après, j'ai commencé à courir à l'âge de 9 ans. Je vais en avoir 26 bientôt. Donc, j'ai passé, on va dire, plus de 15 ans de ma vie à courir. Donc, à force, je commence à me connaître. Et puis, le marathon, c'est que mon 3e. Mais c'est quand même mon 3e. Maintenant, j'arrive... Avec une bonne prépa, en plus. J'arrive à gérer de mieux en mieux. Mais c'est vrai que j'utilise ma montre pour avoir l'allure pour contrôler. De temps en temps, je mets un peu le cardio parce que j'aime bien comparer maintenant d'une préparation à une autre sur des allures. Est-ce que mon cœur bat plus vite ou moins vite mais c'est tout. Après, je fais pas tout ce qui est test de lactate. J'en ai fait 1 ou 2 là parce qu'il y avait le stage de la fédération et juste pour voir, mais ça m'a pas aidé à construire mon entraînement. Mais c'est vrai que mon entraîneur et moi, on est très au feeling. On travaille avec des allures en fait. Allure par rapport au record, donc allure 10 km, plus ou moins temps de seconde, et ça marche. Donc, Et en plus, le feeling, ça ment pas. Oui, c'est ça, et si tu sens moi je sens, si je suis fatiguée, ça va se sentir direct dans ma foulée, dans mon allure, et je vais pas forcer pour faire ce footing. Je veux faire ce footing à 4 minutes 45 au kilomètre à tout prix. Si je suis fatiguée, je vais le faire à 5, 5,15, sans... Et à contrario, est-ce que des fois, ton coach, il te dit « Méline, là ?» C'est très rare parce que il sait que quand je lui dis que je suis fatiguée ou que je suis pas... Oui, comme tu fonctionnes au feeling, c'est pour de vrai. Et puis je suis pas du genre à me trouver des excuses ou à entre guillemets me plaindre sans raison. Donc quand je lui dis là je suis fatiguée, il sait que je suis fatiguée et qu'il faut alléger. Donc c'est très rare et c'est ce qu'il me dit, c'est que je suis une athlète assez facile à entraîner parce qu'il entraîne... beaucoup d'athlètes, il est entraîneur au GRAC, donc à Avrigny-au-Bois. Donc il entraîne pas mal d'athlètes, pas mal de féminines aussi. Et il dit que les athlètes féminines, c'est toujours un peu compliqué parfois à entraîner. Et moi, ça va, il n'y a aucun souci parce que je suis autonome et que je sais ce que je veux. Donc je ne vais pas me trouver d'excuses. Si je veux atteindre tel niveau, il faut y aller, quoi. Donc si je lui dis que je suis fatiguée, c'est pour de vrai. Il discute jamais et on change un peu l'entraînement. Et c'est vrai que tu es pas mal autonome parce que tu cours toute seule, sans forcément de musique. Ouais. Tu peux partir 2 heures en entraînement. Moi, je trouve ça vraiment fou d'être focus, en fait, de réussir à rester focus dans son truc. Après, je pense que c'est peut-être le côté cartésien. Les maths, le sport... faut que je le fasse. Ouais. Après, la musique, j'en mettais un petit peu quand j'habitais encore à Lille et que je devais aller m'entraîner avant le travail, quand je travaillais encore à temps plein. Donc j'y allais à 7h du matin à jeun, sous la pluie, dans le noir. Donc je mettais un peu de musique parce que les bruits de klaxons dès 7h du matin, c'était un peu... C'est pas entraînant. Non, ça donne pas envie. Du coup, ça m'arrivait de mettre la musique un peu comme ça, mais
j'aime pas trop. Le seul moment où je mets de la musique, c'est quand maintenant je suis à la salle, enfin, que je fais de la préparation physique, parce que bah, pareil, le bruit de la salle, les gens autour, limite, ça me détend pas, quoi. Oui, donc, je préfère quand je suis dehors, plutôt en nature, écouter justement profiter. ce qui se passe autour, m'écouter moi. Et puis, je pense à tellement de choses que je me perds souvent dans mes pensées. Et du coup, ça passe... Enfin, pour moi, c'est pas long, 2 heures, 2 heures et demie. Oui, oui. Bon, après, bien sûr, ça dépend du cadre. S'il pleut et qu'il fait tout gris, c'est moins cool qu'au bord de la plage au soleil, quoi. Mais ouais, je sais de toute façon qu'il faut que je le fasse. Et c'est... Enfin, je vais pas mentir, il y a des fois où j'ai pas envie. J'ai pas envie toujours de m'entraîner quand c'est l'hiver, qu'il fait nuit, qu'il pleut. Forcément, je suis comme tout le monde, je préfère rester dans le canapé, mettre Netflix et sous un plaid, quoi. Mais... En fait, il y a cette rigueur qui me dit, mais non, fais-le, parce que quand tu l'auras fait, tu seras... En fait, le plus dur, c'est de partir, de toute façon. Quand t'es sous la pluie, maintenant, et que t'es mouillé, tu te dis, bon, là, j'y vais. Et puis après, t'es satisfait de l'avoir fait, t'es fier de toi, et tu te dis, je l'ai fait pour mon objectif, tel objectif. Alors que si j'y vais pas, sur le moment, je vais être contente. Je vais me dire, je reste au chaud. Et une demi-heure plus tard, je vais regretter en me disant, maintenant, t'aurais dû le faire, et je me dis, les autres filles, pendant que tu vas pas, elles y vont. Donc, c'est une certaine rigueur avec les objectifs que je me fixe. Il y a ça aussi dans ton sport, c'est qu'il y a la concurrence. Ouais, oui. C'est-à-dire que tu te dis, pendant que moi, je fais pas ça, est-ce que, du coup, tu penses souvent aux autres filles ou... Non, franchement, moi, je suis dans mon truc, dans mon objectif, dans mon projet. Oui. Bon, forcément, mes concurrentes cette année, par exemple, pour se qualifier au jeu, ça a été c'était inédit, la densité qu'il y a eu pour aller au JO. Oui. Forcément, les JO à Paris ont attiré plus de monde. Le marathon était un peu plus accessible, peut-être, que d'autres disciplines sur la piste. Et du coup, forcément, je m'entraînais pour battre la 3e, parce que si j'étais 4e, j'étais sûre de ne pas y aller. Donc là, c'était un peu plus contre les autres. Oui. Bien, c'est des concurrentes, certaines c'est quand même des amies, d'autres on s'entend quand on se voit, mais c'est pas forcément des amies. Mais après, moi, c'est mon objectif perso, et quand je m'entraîne, je pense pas à me dire telle elle a fait telle séance ou elle a été à telle allure, c'est mon truc, quoi. Oui, puis je pense que plus tu restes centré sur toi-même, plus c'est ton temps que tu vas chercher. Tu fais pas contre quelqu'un. Ouais, c'est ça. Mais avec quelqu'un. Puis je pense que c'est quand même un projet, comment dire, c'est pour moi que je le fais, et donc je vais chercher le meilleur de moi-même. Bien sûr, moi je suis très compétitive, et c'est pour ça que je fais de la compétition depuis que j'ai commencé presque, parce que j'adore me mesurer aux autres, battre les autres. Je suis très très mauvaise joueuse depuis que je suis toute petite, donc il y a de ça aussi, mais je le fais pour être fière de moi et pour me prouver aussi à moi-même que je peux faire tel ou tel truc. Puis c'est un petit peu ça, l'aventure aussi. Oui, c'est vrai. Et j'ai envie de voir jusqu'où je peux aller, quel défi je peux relever encore. Là, j'ai un record de France, même s'il est battu dans quelques mois, j'aurai eu un record de France dans ma carrière. Ça me l'enlèvera pas, quoi, mais j'ai envie de plus. Je sais que je peux aller chercher plus, que je commence seulement le marathon, et donc ça m'anime vraiment en me disant mais je peux aller en chercher encore plein de choses, il y a plein de choses encore qui m'attendent à découvrir. Ouais, c'est ça. Là, forcément les JO, c'est un peu le Graal, le Graal, le rêve de tout athlète, et il y a 1 an et demi, je rêvais même pas encore JO. Je te coupe, mais je voulais te poser cette question. En fait, quand t'as 20 ans, tu t'imaginais tout ça ? Non, mais même alors j'ai commencé le marathon il y a 1 an et demi seulement, et pour moi avant ça, avant mon premier marathon, les JO c'était carrément inaccessible, et c'était à la télé, même si forcément en tant qu'athlète de haut niveau tu rêves toujours de JO, tu te dis c'est quand même la compétition à faire, mais j'y pensais sans me dire que j'allais les faire. C'est un rêve pour moi, c'était pas accessible. Et j'ai fait mon premier marathon, alors j'étais encore à 4 minutes des minima pour les JO. C'est énorme, mais en même temps, je savais que j'avais plein de points à travailler, au moment où j'ai fait mon premier marathon, je travaillais encore à temps plein, j'avais fait une petite préparation, pas beaucoup de kilomètres, donc là, j'ai commencé à me dire, pourquoi pas, en fait, et du coup, c'est pour ça aussi que je suis repartie sur un deuxième marathon en tentant directement les minima. Puis tu t'es sentie tellement bien sur le premier
Que je pense que le Oui, j'avais pas est pris de venu, risque en plus, donc je me suis dit en prenant plus de risques avec une plus grosse prépa, bah c'est possible. C'était pas gagné du tout, mais c'était possible et ça m'a donné envie de tenter. Bon, après le deuxième marathon, j'ai échoué à 5 secondes des minima, Oui. sous une météo horrible à C'était Amsterdam. Mais du coup, au début... C'est fou, enfin, désolée, je te recoupe Non, encore, vas-y. mais c'est fou de se dire que des choses se jouent à 5 secondes. Parce que moi, dans ma petite tête naïve, je me dis, oh, ils auraient pu la prendre, tu vois. Oui, beaucoup de gens ont dit ça, 5 secondes, ils vont la prendre. Mais non, les minima, c'est les minima, et sinon, on prendrait tout le monde, quoi, presque. 5 secondes, 6 secondes, 7 secondes. Mais au final, forcément, j'arrive sur la ligne d'arrivée à Amsterdam. Je sais que c'est mort, que j'ai pas fait les minima à quelques secondes, ouais, parce que j'ai vu les 2h26-50 s'afficher, j'étais pas encore passée. Et j'ai attendu quand même en me disant peut-être qu'il y a un décalage, mais je m'en doutais. Premier sentiment, c'est d'être hyper déçue, parce que tu te dis toute cette préparation pour rien. Au début, tu te dis ça. Secondes, ouais. Et après, j'ai vite relativisé en me disant non, mais t'as explosé ton record de 3 minutes, 3 minutes 30. Et t'as fait la 4e meilleure performance française de l'histoire. Donc j'ai vite relativisé, et en plus maintenant avec le recul et avec tout ce qui s'est passé après, je me dis que c'était vraiment un mal pour un bien, et qu'il valait mieux que je les loupe que je réussisse, parce que du coup je suis repartie direct sur une prépa en me disant je vais tenter coûte que coûte une dernière fois. Oui. Et du coup quand les filles font, il y a 4 filles qui font les minima à Valence 2 mois après Amsterdam, moi j'étais déjà en pleine préparation. Alors forcément ça m'a mis un gros coup au moral quand je les ai vues. Je les voyais, j'ai regardé le marathon et je voyais au semi, elles étaient toutes dans les temps avec de l'avance et tout. Je me suis dit, il y en a bien une ou deux qui vont craquer, et non. Donc ça a été dur sur le coup pendant 1 heure. Mon copain, il me parlait pas parce qu'il savait qu'il fallait pas me parler. Et je m'étais dit, je vais m'entraîner après ce marathon, parce qu'il était à 8h, donc, ou 8h30. Donc je me suis dit, je vais aller m'entraîner après, sinon ça fait un peu tôt. En fait, j'avais plus envie d'aller m'entraîner, mais je me suis mis un peu un coup de pied aux fesses. Je suis allée m'entraîner à Basic Fit parce que bien sûr ce jour-là il neigeait, il faisait 0 degré ici, alors qu'à Valence c'était grand soleil, météo nickel pour courir. J'étais un peu jalouse en plus de la météo qu'elles avaient eue par rapport à moi. Et du coup je suis allée m'entraîner à Basic Fit. Je suis allée plus vite que ce qu'il fallait. Et en fait je me suis défoulée. Mon entraîneur il m'a dit ah oui là c'est Méline énervée quoi, parce que je vais jamais plus vite que les allures, sauf si je suis très très à l'aise et que je sais que ça n'aura aucun impact. Mais ça t'a un peu picousé du coup. Ouais, ça m'a déjà je me suis défoulée, je me suis dit si elles le font en fait je peux le faire. En courant je me répétais ça, et j'étais déjà dans cette préparation là, j'avais fait ça faisait déjà quelques semaines que j'étais en préparation marathon, et je me suis dit je vais partir en stage et je vais m'entraîner encore plus. Alors je suis partie après les fêtes de Noël, après Noël et Nouvel An, parce que je voulais quand même rester avec ma famille pour Noël et être avec mes amis pour Nouvel An. Ça donne de la force aussi. Ouais, je me suis dit, je suis prête à plein de choses, mais ça, non, c'est ma limite. Donc je suis partie le 3 janvier, et je me suis dit, je pars à Montegordo, qui est à 1 heure de Séville, 1h30 de Séville, et je reste là-bas jusqu'au marathon. En plus, niveau température... Comme ça, il n'y a pas trop de choc. Ouais, quoi. C'est ça. J'y suis allée le vendredi. En 1h30, j'étais là-bas, à l'hôtel. Aucune fatigue, forcément. C'est pas moi qui ai conduit. Mais du coup, je me suis dit, là, c'est le bon plan. J'ai hésité à aller au Kenya au début. Mais c'était un peu trop l'inconnu pour moi. Je savais pas comment mon corps allait réagir, les conditions sanitaires. Ça t'aurait peut-être sorti un peu trop de ta bulle. Ouais, et puis des efforts d'adaptation. J'aurais dû couper un peu ma préparation pour m'acclimater à l'altitude, alors que là, je partais au niveau de la mer, donc il n'y avait pas de changement. Je partais le matin, j'arrivais en début d'après-midi, et puis après, c'était parti pour plus de 6 semaines. Donc, je me suis fait confiance, et j'avoue que ça a été quelques semaines un peu où je me suis torturé l'esprit en me disant je vais où, je fais quoi, etc. Parce que moi, j'aime bien quand c'est carré, décidé. Et là, ça traînait trop, et du coup, avec mon entraîneur, je lui disais ça... Je te jure que ça me fatigue de réfléchir à ça, et donc je me suis décidée et je suis partie seule 6 semaines là-bas. Il y avait d'autres Français, il y a eu des stages pendant que j'étais là-bas, des stages fédés de marche, de piste, donc j'ai pu quand même côtoyer quelques athlètes, mais j'étais dans mon truc, dans mon petit Airbnb, et je faisais mon truc quoi. Et tes parents ils disent quoi de toi enfant, de cette rigueur
Je serais curieuse de savoir si t'as toujours été comme ça, tu vois. Alors, j'ai toujours été, comme je disais, très mauvaise joueuse, mais encore il y a quelques semaines, j'ai retrouvé une vidéo de moi où... Alors, ma grand-mère, elle faisait exprès de perdre contre moi. Pour que tout se passe bien. Pour que tout se passe bien. Et la vidéo, on est en train de jouer comment ça s'appelle au quilles, enfin les trucs en plastique pour enfants. Oui. Et je lance super bien ma boule, donc je suis super contente. Et là, ma grand-mère, elle lance, mais sans vouloir, elle me dégomme, enfin elle dégomme ma balle. Et je me mets à pleurer, c'est la fin du monde. Je balance ma dernière balle comme ça, n'importe comment, et je pars. Ah oui, coup, oui. Je rigolais toute seule parce que maintenant, bien sûr, je gère beaucoup mieux mes émotions quand même. Je me mets pas à pleurer comme ça si on bat un jeu de société, mais ça m'embête toujours de perdre un jeu. Mais c'est du ce coup, qui fait ta force en même temps. Et... Oui, c'est ça, je pense que j'ai jamais aimé perdre, donc je me donne les moyens de gagner, entre guillemets, ou d'être devant. Et donc ça fait partie, je pense, aussi de mon caractère. Et après, j'ai toujours été très bonne élève, à faire mes devoirs, à toujours m'avancer. La rigueur, en fait. Ouais, c'est ça. Mes parents, ils n'ont jamais eu à me demander de faire mes devoirs, etc. Ils se sont un peu plus arrachés les cheveux avec mon frère, d'ailleurs, qui lui est beaucoup plus à la cool, au dernier moment, tout ira bien. C'est ton petit frère ? Ouais, de 3 ans. Et du coup, ça leur a fait bizarre parce que moi, tout roulait, mais après, mon frère, c'était un peu le contraire, bien qu'il soit un bon élève et tout. Et du coup, je pense que c'était dans mon caractère. Après, de toute façon, dans mes études, quand j'ai commencé au lycée, bon, ça allait encore. Mais après, post-bac, je devais gérer les études et le sport de haut niveau que je voulais continuer. Les maths, je trouve que ça a ce côté similaire avec le sport, t'es obligé d'être carré. Ouais, et c'est ce qui me plaît, c'est que... c'est telle règle donne tel résultat et il n'y a pas de à peu près c'est bon ou c'est faux. Oui. Et c'est pour ça que j'aimais bien et que j'aimais pas par exemple la philo parce que je trouvais ça trop subjectif, la notation. Toi, quand t'aimes pas, t'as 19 en fait. Alors là, je sais pas, c'est un sujet vraiment que j'avais dû travailler ou qui m'inspirait, ça remonte maintenant. Mais ouais, j'ai eu 19. C'est ma fierté. Je vais aller voir direct mon prof de philo parce que je crois que je devais avoir 11 de moyenne, donc j'étais dans la moyenne quoi en philo. Oui. J'étais pas mauvaise élève, mais j'étais pas dans les meilleurs. Du coup, j'ai eu 19. Mais ouais, non, je préférais largement les maths ou la physique, même la SVT. Déjà, j'aimais un petit peu moins, mais oui, parce j'aime que bien SVT, les trucs carrés, exacts, où il n'y a pas de juste milieu. Mais ça forge aussi le mental que t'as, je pense. De pouvoir aller courir 2 heures toute seule. En fait, voilà, tu te dis, si je vais pas courir toute seule, ou si je vais pas courir, en fait, tu vois tout de suite les conséquences. Un peu comme en maths. Tu vois tout de suite le résultat va pas être bon. Tu vois, c'est vrai, tu me dis, il faut que je fasse ça pour avoir tel résultat. Bon, après, l'entraînement, c'est pas mathématique non plus. Il faut savoir s'adapter. Et tu peux faire un super entraînement et te louper à la course. Mais tu sais déjà que si t'en fais pas... Ouais, mais normalement, en faisant ça, plus ça, plus ça, plus ça devrait donner un bon résultat. Et du coup, c'est vrai que je pense qu'il y a ce côté très cartésien qui m'aide aussi à l'entraînement. Et après, le fait de m'entraîner toute seule, ça n'a jamais été un problème parce que c'est le cas depuis que j'ai passé mon bac, que je suis partie à Reims. Et en fait, j'aime bien être toute seule. Par exemple, quand j'ai passé 6 semaines toute seule au Portugal, bon, forcément... moi, je suis quand même très famille. Mon copain, ça faisait long un peu. Il est venu la dernière semaine. D'ailleurs, ça m'a un peu sorti de ta bulle. De ma bulle. Et puis, la dernière semaine, tu t'entraînes un peu moins. Donc, des fois, tu trouves le temps long. Là, j'étais pas toute seule. Mais ça m'a pas posé problème de vivre 6 semaines seule. Enfin, j'ai mon petit train quotidien. J'ai mes habitudes. Puis tu sais où tu vas aussi. Tu sais c'est ça. Je me lève le matin en me disant là, il reste 3 semaines. Mais c'est pas un problème. Je sais qu'il y a des gens qui détestent être seule. Moi, ça va. Je m'ennuie pas. De toute façon, je trouve toujours quelque chose. Tu t'enrichis. De toute façon, j'ai l'impression que peu importe la situation, tu vas te dire qu'est-ce que j'en fais. Ouais, et d'être toute seule, ça m'a permis aussi un peu de me recentrer sur moi en me disant qu'est-ce que je veux faire plus tard, est-ce que à quoi j'aspire, et puis même à apprendre à être seule avec soi-même, tu te connais mieux après, tu sais ce que t'aimes pas, etc. Même pour le sport, je pense que c'est important parce que du coup, les sensations de ton corps, un truc bête, mais quand t'as faim, de quoi t'as faim. Ouais, et quand t'es tout seul, je pense que tu t'écoutes encore plus. Du coup, pendant l'entraînement, t'es pas en train de discuter avec les copains, donc t'écoutes vraiment les sensations. Puis comme je m'entraînais quand même presque 20 heures semaine, donc
j'ai le temps de réfléchir pendant que je cours, etc. Oui, comme tu dis, quand tu cours 2 heures, c'est un peu une méditation. Ouais, moi quand je rentre, souvent on dit toujours que quand on parcourt, on peut recourir avec des problèmes et on rentre avec des solutions. Tu sais que j'ai découvert ça dans une de tes interviews et j'ai trouvé la phrase tellement géniale. Et c'est vrai que on n'est jamais... même si on part courir avec des soucis et tout, je trouve que de courir seul, ça t'aide déjà à prendre du recul, à réfléchir. Et souvent, tu rentres avec, pas forcément des solutions, mais en disant, je vais faire telle chose, etc. Et, plus de lucidité, c'est de clairvoyance sur une situation. En tout cas, c'est ce que tu rentres jamais plus mal que t'es parti. Oui. Normalement, ça te fait du bien. De toute façon, il y a tout ce qui est hormones qui font que tu te sens bien, mais ouais, moi j'aime courir. Enfin, tout le monde, souvent on me dit mais tu t'ennuies pas? Je dis non, moi ça me fait du bien et puis et de toute façon j'ai un objectif donc je le fais, c'est tout. Et quelles figures t'ont inspiré? Même si c'est pas dans le sport, tu vois, mais est-ce qu'il y a des figures qui t'inspirent? Alors moi j'ai jamais eu trop de de modèles ou autres. Là je sais que depuis quelques années j'aime bien, je suis pas fan, mais j'admire beaucoup Sophie Duhart, donc celle qui avait le record de France du marathon avant moi, parce que je trouve qu'elle a fait une carrière de ouf, mais tout en restant toujours très abordable, très discrète, très gentille, et d'ailleurs elle m'envoie des messages quand je vais courir, etc. Et je me dis, mais en fait, je m'identifie un peu à elle en me disant, mais c'était une personne tout à fait normale, juste elle avait des objectifs et elle s'entraînait pour les atteindre. Donc je me dis, en fait, je peux le faire moi aussi. On n'a pas besoin d'avoir une vie de moine ou parce que certains athlètes de haut niveau, des fois, tu sais qu'ils sont tout le temps en stage, qu'ils n'ont pas forcément de compagnons, de copains, copines, qui sont hyper focus athlètes. Et c'est, du coup, je m'identifie pas trop, mais elle avait un mari, là, elle a eu un enfant, etc. Donc, je m'identifie un peu à elle. Après, je suis pas quelqu'un qui va avoir des modèles ou une personne à qui ressembler. Oui, tu restes quand même bien centré sur toi dans le bon sens du terme. Ouais, c'est mon truc, c'est mon aventure. C'est ton aventure, voilà. C'est ça. Mais c'est trop bien de l'avoir capté dès le début quand même, à 25 ans. Chacun son chemin. Et en fait, j'ai aussi été déçue des fois de m'identifier à des athlètes et après de voir qu'ils ont été suspendus pour dopage ou des trucs comme ça. En fait, les gens, on les connaît pas quand on les regarde à la télé. Donc maintenant, je m'identifie pas trop à d'autres athlètes. Sur Christelle, c'est pas pareil. Là, sa carrière est finie, etc. Et j'ai totale confiance en elle et en son intégrité. Donc voilà, mais non, je fais mon truc et chacun fait son chemin, quoi. Mais c'est ça qui ressort de toi, je trouve, c'est que t'es focus, ok pour ce que font les autres, mais toi, peu importe, tu vas rester dans ton truc, ton quotidien, tout en allant toujours de plus en plus loin, goûter à l'aventure, et je pense dans tous les domaines. Oui, c'est vrai. Le métier, que ça soit pour ton métier, pour la course, même dans le domaine corporel, quoi, voir jusqu'où ton corps peut aller. Et quand j'étais petite, quand même, d'ailleurs, ça me fait penser à ça, c'est que j'étais timide. Par exemple, truc tout bête, mais quand j'étais au collège, il fallait que ma mère appelle le coiffeur pour prendre rendez-vous pour moi parce que j'avais peur d'appeler et je détestais appeler les gens. Maintenant, à force, c'est bon, j'ai plus de soucis, mais il y a encore quelques années, j'aimais pas appeler les gens. J'avais du mal à aller demander quelque chose à un inconnu, etc. Et en fait, je pense que le sport comme ça de haut niveau m'a aidée parce que je me suis dit, mais en fait, ce que tu fais là, les performances, les aventures que tu vis, t'es capable de tout, en fait. Et du coup, maintenant, j'ai plus peur d'aller vers les gens, d'appeler les gens, etc. Et c'est plutôt le sport qui m'a aidée dans ce sens-là. C'était pas mon caractère de base d'être... De toute façon, je suis pas extravertie. Oui, c'est ça. Et je suis quand même très casanière. On pourrait croire que non, mais quand je pars 6 semaines en stage, mon chez-moi me manque. Mes petites habitudes chez moi me manquent. Je suis très casanière. Mais j'aime l'aventure, donc c'est un peu...
Mais après, on peut aimer l'aventure, mais l'aventure solo aussi. Et puis, c'est aussi l'aventure d'une vie. Enfin, j'ai l'impression que tu prends les choses quand elles viennent. Tu vois, là, t'es en mode préparation Europe, JO, et peut-être que seulement après, tu verras comment aller plus loin. Mais t'es tellement focus, c'est vraiment le mot qui me revient. Ouais, c'est vrai. Puis je sais qu'après, alors je continuerai peut-être jusqu'au JO, très certainement jusqu'au JO de Los Angeles, parce que bon, j'aurai à peine 30 ans. Et je me dis, je peux pas m'arrêter au JO de Paris, il faut que je continue. Il y a encore trop de choses à vivre, d'aventures. Mais je sais qu'après, je suis pas sûre d'avoir envie de continuer encore, parce que j'ai envie de voyager, j'ai envie de... Parce que là, en fait, le sport de haut niveau, c'est ma vie, temps, mais il faut que ça me demande beaucoup d'investissement et je peux pas faire beaucoup d'autres choses à côté. Je peux pas me dire, non, là, je pars en voyage, faire... Tranquille. Faire de la rando avec ma tante et tout. Non, je peux pas. Ou même partir à la plage. Non, il faut que je m'entraîne. Il y a très peu de périodes dans l'année où je cours pas. Pour l'instant, tout est calculé en attendant un peu plus de l'Est. Ça me plaît en fait, mais je me dis, je pense qu'après je voudrais vivre d'autres choses, je voudrais voyager, peut-être avoir des enfants. Pour l'instant, c'est pas le projet immédiat, mais j'ai pas envie en tout cas de, jusqu'à 40, 45 ans, avoir que l'athlé. Pour l'instant, c'est mon kiff, mais je pense que je serais frustrée si je faisais que ça toute ma vie. Donc pour l'instant je vis le truc et je me dis qu'il y a plein de choses encore à faire. Oui, carrément. Là j'ai que 25 ans, donc sur marathon c'est limite, avant à 25 ans on faisait encore pas du marathon il y a quelques années. Donc, mais c'est ça qui est cool dans cette discipline, c'est que toi, ta retraite c'est pas 28, tu peux continuer même après des enfants. Là il y a une femme, alors mon premier marathon je me souviens, il y a une femme de 40 ou 42 ans qui a fait 2h22 sur mon premier marathon et je me suis dit j'ai le temps, ça va. J'avais 23 ou 24 à l'époque et je me suis dit j'ai le temps, peut-être pas que j'irai peut-être pas jusqu'à 42 ans mais en tout cas j'ai le temps. Et là aux États-Unis il y a une femme qui, donc aux États-Unis ça fonctionne pas tout à fait comme nous, la qualification c'est une course et il faut être dans les 3 premiers pour sinon c'est cuit. C'est cette course là. Au final c'est pas plus mal, faut pas tomber malade au mauvais moment, mais tout le monde est sur le même pied d'égalité au même moment, sur les mêmes conditions climatiques. C'est pas plus mal dans le sens où toi là t'attends encore, c'est en mai que tu sauras vraiment si c'est ok pour les JO, c'est ça. On va dire que c'est 99% ok, mais c'est officiel la semaine prochaine. D'accord, ok. Donc maintenant il y a plus de filles qui peuvent courir, etc. Donc on va dire que c'est presque bon, mais je peux pas encore trop l'annoncer. Oui. Mais du coup, aux États-Unis, c'est une course. Et il y a une femme qui venait d'avoir un enfant. Je crois que ça faisait 6 mois qu'elle avait accouché. Bon, elle n'a pas fait dans les 3, mais je crois qu'elle fait 6e. Et elle fait 2h26. Ok. C'est 6 mois, je crois, après avoir accouché. 6 mois, je me dis, mais waouh. Ouais. Alors moi, je sais pas trop si j'aurais envie d'avoir un enfant puis de reprendre ma carrière. Pour le moment, ça me tente pas trop. Au moment où... Mais en tout cas, je me dis, la vie, on peut faire plein de choses. Mais c'est pour ça aussi que j'aime bien découvrir des personnes comme toi, parce que je trouve qu'en ce moment, avec les réseaux sociaux, c'est facile de parler des mélodrames, des grossesses qui se passent mal, de plein de choses comme ça. Mais il y a aussi l'inverse, de choses fabuleuses, d'aventures fabuleuses où oui, elle vient d'accoucher et pourtant elle fait un temps incroyable au marathon. C'est aussi possible quoi. Maintenant c'est vrai que moi je regarde plus trop les infos sur les réseaux, je suis pas trop de trucs d'infos parce qu'on a l'impression que y a que des mauvaises nouvelles. C'est ça, et que tout est la dur. Guerre, le réchauffement climatique. Moi déjà ça me déprime. Oui. Alors et puis ça peut j'aime bien la niaque qu'on a. Ouais, c'est ça, c'est vrai. 3-4 trucs. Surtout que tout ce qui est environnement, tout ça, moi, ça me touche encore plus. Et du coup, j'aime bien toutes ces belles histoires et de se dire qu'en fait, faut vivre à 100% et profiter des bons moments, créer surtout ces bons moments-là et pas se laisser enfermer par toute cette noirceur-là. Et c'est vrai que les informations, maintenant, c'est que ça. Et je regarde plus trop. T'as bien raison. Je m'informe quand même un petit peu, mais j'avoue que je suis pas tout le temps
au fait de ce qui se passe dans le monde parce que ça me déprime. Aussi relater tout ce qui se passe bien. Oui, c'est vrai, mais il y a ça aussi. On met souvent le doigt sur ce qui va pas et surtout en France aussi, je crois qu'on aime bien se plaindre, aller et voir toujours le mauvais côté. Et c'est très français d'ailleurs de critiquer, je pense, là au JO. Les gens font que critiquer. Enfin, oui, ça va nous coûter de l'argent. Mais c'est une opportunité aussi de mettre le sport au premier plan, de donner envie aux jeunes de faire du sport parce que moi maintenant je suis retournée dans mon ancien lycée il n'y a pas longtemps. Bon, je suis allée dans la section athlée, donc là forcément il y a des sportifs, mais les élèves font plus de sport. Je suis intervenue dans un lycée pro un peu plus tendu quoi. Mais j'avais du mal ils étaient avec moi, les élèves, ils étaient quand même grands en terminale. Oui. Et il y en a plein qui n'avaient pas du tout envie de faire du sport avec moi. C'était limite quand je suis en primaire, c'est trop bien parce que les petits sont tous motivés. Par exemple, je suis allée dans la classe de mon coach. Et là, ils étaient tous à fond, ils voulaient tous me battre. Là, je me dis, mais là, c'est maintenant qu'il faut faire quelque chose et leur donner envie. Parce qu'en fait, au lycée, c'est déjà limite trop tard. Et c'est vrai que je le sens un petit peu aussi, ce côté, tant pis, on va pas se battre. Puis maintenant, le sport, en fait, c'est mis au second plan. C'est, t'es fort en sport, mais est-ce que t'es bon à l'école ? Et si t'es pas bon à l'école, c'est pas bien d'être bon. Oui. Alors que c'est les deux. D'accord, il faut bien travailler à l'école. Mais si le sport, c'est ce qui nous anime, pourquoi pas... Et puis je trouve que c'est ce que tu disais tout à l'heure, le sport peut amener de très belles choses et de très belles manières de penser dans la vie. Moi, ça m'a fait vivre des trucs que j'aurais jamais vécu. Oui. Là, je repense à il y a quelques semaines ou mois. Déjà, je suis arrivée chez Decathlon. Donc dans une super boîte, j'ai rejoint, donc maintenant je suis sponsorisée par Kiprun, j'ai rejoint la team athlète Decathlon, donc là c'est vraiment tous les sports, plein d'athlètes qui veulent ou qui sont déjà qualifiés au JO, qui sont déjà champions olympiques pour certains, donc j'ai rencontré des gens que j'aurais jamais rencontrés. Les échanges doivent être dingues. Ouais, c'est ça, et puis t'apprends encore plus que souvent t'es enfermé dans ton sport, tu rencontres que des athlètes, que des gens qui font presque les mêmes disciplines que toi. Là t'as un recul, il y a une fille que j'ai rencontrée qui fait du tir. Et on parlait de préparation mentale, elle c'est pas du tout pareil que moi, c'est pas forcément aussi physique, forcément il y a de la préparation physique, mais c'est beaucoup mental, gérer ses émotions, pas bouger pour tirer. C'est vrai, mais oui. Et du coup ça m'a encore appris davantage. Maintenant ça me permet d'intervenir dans plein d'endroits, de parler devant plein de gens. Là il y a pas longtemps j'étais à Paris pour le lancement de la nouvelle identité de Decathlon. Alors, dans la salle, il y avait 200 personnes, mais en visio, il y avait tous les collaborateurs de Decathlon, donc des milliers de personnes dans le monde. Et j'ai dû parler en anglais. Ça me sort de ma zone de confort. C'est ce que j'allais dire. Mais ça me servira pour toute ma vie, ça. Je l'ai fait, je suis capable de tout, quoi. Oui, mais oui. Et du coup, c'est vrai que le sport, au final, ça permet d'apprendre plein de choses, de développer plein de compétences, d'avoir plein de valeurs et de vivre des trucs que tu n'aurais pas forcément vécu. Donc, je pense que le sport n'est pas assez mis en avant et c'est dommage. Mais même moi, quand j'étais au lycée, c'était déjà le cas. Et au collège, on avait 2 heures de sport. 2 fois 2 heures. Maintenant, je crois que c'est réduit encore. 2 fois 2 heures qui sautaient des fois. Ouais, maintenant je crois que c'est 2 heures, il n'y a même plus 2 fois 2 heures. Oui. Et je trouve ça trop dommage parce que. Mais ça t'apporte. En fait, je trouve que quand tu fais du sport, le physique passe au dernier plan. Ouais, c'est le dépassement de soi. C'est ça, le mental, les valeurs. C'est dur, mais j'y vais. Et du coup, dans la vie, c'est pareil. Tu te dis, mais non, j'y vais, c'est dur, c'est normal. Par exemple les élèves maintenant il faut qu'ils aient tout le temps des bonnes notes et quand c'est pas le cas ils se plaignent ou ils négocient. Moi j'ai une collègue de mon âge qui donne des cours à la fac, c'est tout le temps en train de négocier maintenant alors que moi j'aurais jamais osé aller négocier ma note et après quand c'est plus jeune c'est les parents qui vont négocier et je me dis mais non mais il faut travailler. Oui, des fois il n'y a pas non plus de chance ou de secret. Non, c'est ça. Tu travailles, t'obtiens un résultat. J'ai couru avec une fille ce week-end, elle doit avoir un peu moins de 40 ans. Et elle est prof d'anglais dans un collège ou lycée en zone, je sais plus, zone REP, REP+. Et elle m'expliquait qu'elle avait fait repasser des preuves à une fille qui avait triché, maintenant avec ChatGPT et tout. Voilà.
Et sa mère est venue la voir en me disant oui, c'est pas normal, enfin voilà. Et je me dis mais c'est un peu le monde à l'envers. Enfin moi je me souviens. C'est un peu comme le dopage dans l'athlé quoi. Si tu te fais prendre, c'est normal d'être puni quoi. Enfin moi si j'avais triché, mes parents ils en auraient au contraire rajouté une couche en disant non mais alignez-la. Mettez-lui 0. Mettez-lui la pâtée. Mais non, c'est il y a un changement maintenant. Moi, je me sens dans ma classe, on voulait tous avoir des bonnes notes et être... Mais travailler pour ça. Il y avait toujours quelques mauvais élèves, mais pas méchants en plus. C'est juste que bon, ils aimaient vraiment pas l'école. Maintenant, mais je pense aussi. C'est pour ça aussi que je suis pas devenue prof. Ça m'a un peu dégoûtée quand j'ai fait un stage de découverte dans mon lycée de là où j'avais été. Je me suis dit mais il y avait un changement là. Les élèves, il y a eu maintenant, un petit changement. J'ai des amis profs et je crois qu'il y a eu un petit changement. Et du coup, ouais, c'est. Et est-ce que pour toi, la vie, si je devais résumer, c'est oser créer l'aventure? Oui, c'est à nous de entre guillemets, forcer le destin et de tenter des choses. Si tu restes... moi, j'aurais pu arrêter le sport de haut niveau, faire mes études classiques, être dans mon petit appart, et voilà. Mais je pense que, déjà, je me serais ennuyée, il m'aurait manqué quelque chose. Plus, j'adore Enfin, il faut que je me dépense, moi, donc... mais là, je suis carrément plus épanouie comme ça, et j'ai envie d'aventure. Donc je pense que... En fait, je vois plein de gens qui sont dans la rue ou même autour de moi qui sont tristes, qui dépriment tout le temps, qui voient jamais les choses du bon côté. Mais qui ne font pas grand-chose pour les voir. Ouais, j'ai envie de leur dire, mais ça, c'est pas grave. Enfin, tant que déjà... Pour moi, ce qui est plus important, c'est la santé, les proches, etc. À côté, c'est pas grave. Moi, si je me loupe dans une course, forcément, vu l'investissement, je vais être déçue, mais je vais vite relativiser en disant c'est pas grave. Et du coup, j'aime bien voir les choses du bon côté, avoir des bons moments. Et créer tes propres opportunités. Ouais, mes propres souvenirs, mes propres expériences. Et des fois, j'ai envie de secouer les gens qui font la tête en leur disant mais qu'est-ce ça que va, tu fais pour la vie est belle, tente des choses. Oui, c'est ça. Des fois, les gens restent enfermés dans leur coin en déprimant, entre guillemets. Il y a de plus en plus de gens qui font des dépressions, même chez les jeunes, j'ai vu que c'était... Oui. Et j'ai envie de leur dire, mais oui, ok, le climat mondial et même en France est propice à être démotivé, etc. Mais il faut y aller. Et puis si on s'entoure des bonnes personnes, des bonnes activités, mais ça, je pense qu'il faut oser pour trouver ce qui nous plaît. Ouais, faut tester. Enfin, moi, j'ai testé d'autres sports. J'ai fait 2 ans de tennis. Avant l'athlé, j'avais pas trop testé de sport, mais j'avais fait des trucs qui me plaisaient pas trop. Donc déjà, il faut trouver ce qui nous plaît, et puis après, quand ça nous plaît, il faut pas avoir peur d'y aller, quoi. Oui, et puis tu peux pas trouver sans rien faire, parce que des fois, j'ai l'impression qu'il y en a qui disent « Ah, je ferais ça, ça me ferait peut-être du bien. » C'est comme rencontrer quelqu'un, si tu sors pas de chez toi, tu rencontreras jamais. Mais oui. Mais non, c'est oser tester des choses, et puis si ça nous plaît pas, on passe à autre chose, mais... Sinon, tu trouveras jamais ce qui t'anime. Je pense qu'on peut leur dire aux gens, c'est qu'une fois qu'on commence à tester, on peut plus s'arrêter. Ouais, on a envie de découverte. Il y a la curiosité qui flambe en nous. Et ouais, non, c'est clair. Et moi, par exemple, j'ai commencé à cuisiner depuis que je suis toute jeune. Ma mère cuisine beaucoup et j'adorais l'aider. Et après, je m'y suis mis encore plus et ça me plaît. Et du coup, j'ai envie de tester tout le temps des recettes. Enfin, ça peut être n'importe quoi. Oui, moi, j'ai pas que le sport. Certes, c'est ma passion, c'est ma vie, mais il y a autre chose, quoi. Et il y a du coup la cuisine, peut-être les voyages pour plus tard. Ouais, j'aimerais bien voyager plus. Parce que je voyage pour l'athlétisme, mais souvent, tu fais pas de tourisme. Et voilà, mais non, il faut tenter des choses dans la vie et surtout, je pense, voir la vie du bon côté. Enfin, il y aura toujours des trucs qui se passeront mal ou forcément des épreuves à surmonter, mais ça vaut le coup quand même. Oh, j'adore. Merci beaucoup, Méline, pour cet échange. Avec plaisir. J'aurais pu continuer encore plus, mais ça fait déjà 1 heure qu'on échange. Ah oui, ça passe vite. Ça passe super vite. Et je crois qu'il faut ouvrir le café. Ah, il y a des gens devant. On va les laisser rentrer. Merci beaucoup à toi. Merci à Jules à la vidéo. Merci à Anne-Céline de nous avoir ouvert le café Oma 1 heure avant quand même. Ouais, merci beaucoup. Merci à son mari d'être allé chercher tout ce qui est viennoiserie.
Et puis merci surtout pour ces good vibes, cette phrase de fin que j'ai adorée. Ça vaut le coup quand même. Ouais. C'était pas prévu, mais ça finit bien. Mais oui, voilà. J'ai l'impression qu'avec toi ça finira toujours bien, donc merci pour ça. Il faut prendre les choses du bon côté, je pense. Et à tous d'avoir écouté. J'aimerais vraiment remercier Anne-Céline de Homa Café à Lille, Jules de DKLM Productions, mais également JB de Elite Fitness, la salle de sport à Charleville-Mézières, et puis Eric et Céline de chez Jeff de Bruges à Charleville-Mézières également. Ces 2 sponsors nous ont permis de nous déplacer à Lille et de rencontrer des super belles personnes pleines de good vibes. Merci bien sûr à Méline Rollin, que vous pouvez retrouver sur ses réseaux sociaux pour suivre de plus près son parcours inspirant et bien impressionnant. On vous met les réseaux sociaux de tout ce monde-là pour pouvoir retrouver tout le monde, échanger, profiter, déguster les chocolats bien sûr. Prenez bien soin de vous et à très bientôt pour de nouvelles aventures. Ciao ciao!